La parole est maintenant à Monsieur Larry Johnson. Merci, Monsieur le Président. Mes compliments aux distingués membres du Conseil de sécurité. Je m'appelle Larry Johnson. Je suis ici aujourd'hui pour appuyer le souhait de la Russie de voir le Conseil de sécurité des Nations Unies mener une enquête ouverte et exhaustive sur le sabotage du gazoduc Nord Stream en septembre 2022. Je participe à cette réunion à mes propres frais sans être rémunéré pour mon temps de parole. Tous les documents et commentaires sont de ma propre initiative. Mon objectif en m'adressant à vous aujourd'hui est simple. Je souhaite proposer des mesures qui, selon moi, peuvent contribuer à résoudre le mystère de l'origine de l'attaque contre le gazoduc Nord Stream, et par conséquent à résoudre les tensions qui ont résulté de cette attaque sans précédent. J'apporte peut-être une perspective unique à cette question, en raison de mon expérience des opérations de renseignement et de l'analyse pendant mon séjour à l'Agence centrale de renseignement, ainsi que de la politique de lutte contre le terrorisme et des enquêtes menées dans le cadre de mon travail au Bureau de lutte contre le terrorisme du département d'État. Grâce à l'élaboration et à l'exécution de plus de 200 missions de formation à la lutte contre le terrorisme pour les forces d'opération spéciales de l'armée américaine, alors que je travaillais en tant qu'entrepreneur. Et grâce à des enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent menées avec succès en tant qu'associé directeur de Berg Associates. L'une de ces enquêtes comprenait une affaire réussie menée pour le compte de l'Union européenne et des gouverneurs de la Colombie. Mais permettez-moi de citer tout d'abord le président Harry S. Truman. Je pense être le seul dans cette honorable salle à avoir grandi à Indépendance dans le Missouri et à avoir fréquenté le collège situé en face de la maison de M. Truman. J'ai eu le privilège de rencontrer brièvement M. Truman un matin de septembre 1970, alors qu'il remontait North Delaware Street en direction de sa bibliothèque présidentielle, accompagné d'un seul garde du corps. Quelle différence y a-t-il après 54 ans? Il est vrai que M. Truman a présidé au début de la guerre froide, entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est un héritage malheureux. Mais je tiens à rappeler au Conseil les paroles que M. Truman a adressées aux Nations Unies naissantes en octobre 1950. Un message vieux de 74 ans qui est toujours d'actualité et mérite d'être rappelé. Je cite, « À l'heure actuelle, la crainte d'une nouvelle grande guerre internationale éclipse tous les espoirs de l'humanité. Cette crainte découle des tensions entre les nations et de la récente agression ouverte en Corée. Les États-Unis et nous-mêmes pensons qu'une telle guerre peut être évitée. Nous ne pensons pas que la guerre soit inévitable. L'une des raisons les plus fortes de cette conviction est notre foi dans les Nations Unies. Les Nations Unies ont 3 grands rôles à jouer dans la prévention des guerres. Premièrement, elles offrent un moyen de négocier et de régler les différends entre les nations par des moyens pacifiques. Deuxièmement, elles permettent d'utiliser la force collective des nations membres en vertu de la Charte pour prévenir les agressions. Troisièmement, elle fournit un moyen par lequel, une fois le danger d'agression réduit, les nations peuvent être déchargées du fardeau des armements. » Fin de citation. Je pense qu'il est non seulement de la responsabilité, mais du devoir sacré du Conseil de sécurité de prendre l'initiative d'un règlement de l'affaire Nord Stream par des moyens pacifiques. Je ne reviendrai pas sur la montagne de preuves qui implique mon propre pays, les États-Unis, dans cet acte de guerre contre la Fédération de Russie et la République fédérale d'Allemagne. Aucun intérêt de sécurité nationale impérieux ne justifiait la destruction du gazoduc Nord Stream, qui a infligé des préjudices économiques considérables à la population allemande. Cette attaque n'a en rien contribué à mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, et les facilitateurs de l'OTAN en Ukraine. Elle n'a fait qu'empirer les choses. Pendant mon séjour à la CIA, j'ai appris à comprendre comment les actions secrètes étaient planifiées et exécutées dans des endroits aussi divers que l'Afghanistan et l'Amérique centrale. De telles opérations ne sont pas menées sur un coup de tête. Elles sont financées, planifiées,
répétés avant d'être exécutés. Le récit de Seymour Hersh sur l'action secrète des États-Unis contre le gazoduc Nord Stream est conforme aux connaissances que j'ai acquises à la fin des années 1980. Lorsque j'ai commencé à travailler pour l'ambassadeur Maurice Busby et le bureau du coordinateur de la lutte contre le terrorisme au département d'État des États-Unis à l'automne 1989, l'une de mes premières tâches a été d'obtenir des autorisations pour le FBI dans le cadre de l'enquête sur l'attentat terroriste du vol Pan Am 103, qui s'est écrasé à Lockerbie en Écosse en décembre 1988. L'une des leçons les plus importantes que j'ai tirées de cette expérience, et qui me semble pertinente dans le cadre du dossier Nord Stream, est la différence entre une enquête criminelle et des activités de renseignement. Une grande attention a été portée à ce que les preuves recueillies par le FBI ne soient ni entachées ni gâchées par les activités des services de renseignement. La frontière était mince, mais l'ambassadeur Busby a veillé à ce que le FBI et la CIA ne s'écartent pas de leur propre voie. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante, le leadership dont a fait preuve l'ambassadeur Busby. Un leadership professionnel et mature est essentiel pour mener à bien des enquêtes sur des opérations internationales complexes qui aboutissent à des attentats comme celui de la Pan Am 103 et celui du gazoduc Nord Stream. Bien que les actes d'accusation contre les deux hommes impliqués dans l'attentat à la bombe n'aient été prononcés qu'en novembre 1991, les preuves qui ont permis d'élucider l'affaire étaient déjà disponibles en mars 1990. C'est seulement 15 mois après la chute du vol Pan Am 103 et 20 mois avant les inculpations pénales. Comparez cette enquête avec l'indifférence et le manque de curiosité dont ont fait preuve les pays de l'OTAN à l'égard de Nord Stream. Cela fait 19 mois que l'oléoduc a été détruit. Et les pays de l'OTAN semblent avoir adopté la posture des trois singes sages. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas parler du mal. J'ai une idée de la logistique et de l'exécution de l'attaque contre Nord Stream. C'est grâce au travail que j'ai effectué pour le compte des forces d'opération spéciales de l'armée américaine, qui ont commencé au printemps 1994 et se sont terminées en 2016. Au cours de ces 22 années, j'ai fait partie d'une équipe qui a mis au point de nombreux exercices de lutte contre le terrorisme. Nous créions des scénarios tels qu'un groupe menaçant d'utiliser une arme biologique dans un pays d'Afrique du Nord, puis nous reproduisions les rapports diplomatiques et de renseignement faisant état de la menace, afin de stimuler une réponse de la force opérationnelle diplomatique militaire, chargée à la fois d'analyser, d'endiguer et de vaincre la menace. Au cours de ce travail, nous avons également dû penser comme des saboteurs ou des terroristes, comprendre leurs motivations, comprendre les capacités requises pour mener une telle attaque, et identifier les types de ressources et de formations qui sous-tendraient une telle opération terroriste. 4 ans après avoir commencé à consulter l'armée américaine, j'ai créé avec 4 autres personnes Berg Associates. 2 de mes partenaires avaient travaillé auparavant pour l'administration de la lutte contre la drogue. L'un d'eux a terminé sa carrière comme chef des opérations internationales de la DEA. L'autre a dirigé des opérations secrètes de blanchiment d'argent ici à New York. L'une de nos premières missions a consisté à enquêter sur ce qui est communément appelé l'affaire de blanchiment d'argent russe de la Bank of New York. Nous avons également organisé l'enquête et la collecte de preuves qui ont été utilisées pour déposer une plainte au civil, en vertu de la loi sur les organisations corrompues et influencées par le racket, également connue sous le nom de RICO. Cette action a été menée contre de grandes compagnies de tabac qui blanchissaient de l'argent pour les cartels de la drogue. 2 actions distinctes ont été intentées au nom des plaignants, l'Union européenne et les gouverneurs de Colombie. Si je mentionne cette histoire, c'est pour souligner que, même dans le cadre d'enquêtes internationales complexes, sans accès à des documents classifiés, nous avons été en mesure de rassembler des quantités massives de preuves qui auraient été recevables et auraient résisté devant un tribunal pénal américain. Au cours de ces enquêtes, j'ai réalisé que Disneyland avait raison. Le monde est petit, finalement. Le lien entre les organisations criminelles, les grandes entreprises internationales
Les institutions financières et les services de renseignement n'est pas un fantasme. Il est bien réel, et il porte sur des centaines de milliards de dollars. Mon expérience me convainc qu'une enquête correctement financée et menée par des professionnels permettra de découvrir des documents, des informateurs et des témoins oculaires qui prouveront au-delà de tout doute raisonnable qui a perpétré l'attentat à la bombe contre le gazoduc Nord Stream. Les Nations Unies bénéficient d'un avantage que nous, enquêteurs privés, n'avions pas. Il y a le renseignement d'origine électromagnétique, les satellites. Vous avez des données stockées, par exemple, qui peuvent fournir des renseignements allant des mouvements de navires aux mouvements d'argent. Lorsque vous combinez ces données avec des preuves conventionnelles, vous disposez d'un moyen puissant pour identifier les commanditaires et les exécutants de l'attentat à la bombe contre le gazoduc Nord Stream. Je peux dire ceci avec certitude à propos de cette opération. Elle a été menée avec le soutien financier et matériel d'au moins un État-nation. Il existe des documents écrits qui sont certainement hautement classifiés et stockés avec un accès très limité, mais il peut y avoir des preuves disponibles en dehors de ces documents classifiés qui peuvent éclairer les actes de manière significative, voire résoudre le mystère. Le message que je vous adresse aujourd'hui est simple. Suivez l'argent. Posez également la question cui bono. À qui profite-t-il? Je pense que le refus de mener une enquête approfondie sur cette affaire jette un voile sur le Conseil de sécurité. Pour conclure, je réitère la vision énoncée par le président Truman il y a 74 ans. Vous avez le pouvoir d'ouvrir la voie à la négociation et au règlement des différends entre les nations par des moyens pacifiques. Mais ces négociations doivent s'appuyer sur une compréhension solide et étayée de l'identité de l'auteur de l'acte. Et je crois que vous pouvez parvenir à cette conclusion grâce à une enquête appropriée que vous seuls, les membres du Conseil de sécurité, avez le pouvoir de mener. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie M. Johnson pour son exposé.